pas été résolus. Et pour achever cette série de problèmes en cosmologie, on a aussi ce souci avec une énergie noire. Donc on a une matière noire, on a aussi une énergie noire qui a été découverte une petite dizaine d'années, même pas. Et c'est une énergie dont on pense qu'elle accélère l'expansion de l'univers, ce qui était une grande surprise lorsqu'elle a été découverte. Si on ne sait pas non plus, mais alors encore moins que la matière noire, de quoi, quelle pourrait être la nature de cette énergie. Bon, il y a quelques soucis comme ça qui font que la physique est un petit peu incomplète, et en réalité on le sait depuis très longtemps, hein. Le verre était dans le fruit dès les années 30, on peut dire. La théorie de la relativité d'Einstein, c'est 1915. Alors Einstein, je vais pas discourir trop longtemps là-dessus, mais grosso modo, vous savez qu'Einstein a une théorie de la gravitation très efficace, qui a été développée et qui donne lieu notamment au Big Bang, au trou noir, enfin une théorie vraiment très très importante et féconde sur le destin de l'univers, la façon dont la matière se comporte, etc. Et vous savez aussi que dans les années 20-30, on a développé la physique quantique sur une approche totalement différente et qui, elle, s'intéresse à l'infiniment petit, le comportement des électrons, des atomes. Et une théorie qui fonctionne extrêmement bien elle aussi, qui est très opérante, hein, dont on a dont les conséquences sont visibles dans la vie de tous les jours. Je citerai que le laser, mais il y en a bien d'autres. Donc on a deux représentations de l'univers, grosso modo, l'une pour l'infiniment grand et l'autre pour l'infiniment petit. Et le souci, et on le sait depuis très longtemps, Einstein l'avait vu très tôt évidemment, c'est qu'elles sont incompatibles, inconciliables, et c'est une des grandes questions de la physique que de réussir à réunir ces deux approches. Donc les physiciens y travaillent évidemment, donc Lise Moline et Thibaut Damour en particulier, et plusieurs pistes ont été proposées. Donc la plus en vogue, la plus développée, c'est la théorie des cordes. Je n'expliquerai pas ce que c'est, je pense que Thibaut Damour se fera un plaisir de nous l'expliquer tout à l'heure. Et en même temps, cette théorie des cordes qui est la plus suivie pose des questions. En tout cas, ce sont des questions que Lise Moline pose dans son livre. Est-ce qu'elle est simplement testable, cette théorie? Est-ce qu'elle représente un danger pour la science? Quand on lit le livre, on en est presque à se poser la question, parce qu'est-ce qu'elle répond aux critères qui font d'une théorie qu'elle est scientifique? Et en définitive, puisque tant de personnes se sont investies dans cette théorie des cordes, on peut se poser la question de savoir où va la physique théorique. Donc ça, c'est quelques-unes des questions qui sont posées dans le livre de Lise Moline, qui est extrêmement intéressant. Et donc je peux présenter maintenant Lise Moline, donc je remercie d'être là. Donc vous êtes chercheur au Perimeter Institute of Theoretical Physics. Vous êtes l'un des pères de la gravité quantique à boucle, qui est donc l'une des grandes théories concurrentes de la théorie des cordes. Vous avez déjà publié 3 livres, alors The Life of the Cosmos en 97 et Three Roads to Quantum Gravity en 2000. Je note que ces livres, à ma connaissance, en tout cas, n'ont pas été traduits en français. Et là, je lance un appel à Duno, qui a eu la très très bonne idée de publier le dernier. Si vous pouvez publier les 2 précédents, ce serait vraiment très intéressant, parce que ces livres sont plein d'idées novatrices, ont donné lieu à de grands débats aux États-Unis, et on en a eu finalement ici qu'un écho un peu assourdi, et je trouve ça dommage. Je pense que vous ne m'en voudrez pas si je vous présente comme un agitateur d'idées, en tout cas quelqu'un qui propose des choses, qui aime bien la controverse, en tout cas qui prône la controverse et le désaccord comme une façon de faire fonctionner la physique. Vous n'êtes pas d'accord, vous m'expliquerez pourquoi. En tout cas, dans votre livre, vous écrivez que des scientifiques ne devraient jamais être d'accord tant qu'ils ne sont pas obligés par les faits. Donc c'est une position très 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 nette. Alors justement, Thibaut Damour, j'espère que vous ne serez pas donc complètement d'accord avec tout ce que dira Lise Moline. Vous êtes professeur à l'Institut des hautes études scientifiques, vous êtes membre de l'Académie des sciences, un spécialiste de la relativité générale. Vous avez beaucoup travaillé sur les trous noirs, les ondes gravitationnelles et la cosmologie en théorie des cordes. Vous avez publié 2 ouvrages, Entretien sur la multitude du monde avec Jean-Claude Carrière et Si Einstein m'était compté, plus récemment en 2005. Voilà, bon, je clôt ici cette introduction un tout petit peu longue. Et la première question que je voulais vous poser, donc Lise Moline et ensuite, s'il vous plaît, Thibaut, c'est qu'est-ce que devrait être selon vous une bonne théorie d'unification de la physique? On a ces 2 théories qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce que devrait être une bonne théorie d'unification?
Very good. Thank you. And by the way, thank you, David, for doing this. Thank you, Thibaut. It's a great honor to have you join me here. Thank you, Alexi, who, if you're hearing me in French, is the translator of the book and also my voice this evening. And thank you, Anne, and everybody at Juno for the honor of being translated into French, as David said for the first time. So I have three criteria that I think any good theory of the next step of unification should satisfy. And I want to emphasize that I have no idea about is there an ultimate unification, what is the ultimate theory. My job is to take the next step. So that's what I'm referring to, the next step. And the next step, as David said, is clearly the unification of our theories of space and time, general relativity, with quantum theory, as well as, if we can, the unification of the different particles and forces with each other. The first criteria is surprise and novelty. A new theory should not just be, as Feynman once said, a list of what we knew before. Ne doit pas être, comme a dit Feynman, une liste de ce que nous savions déjà, mais une théorie nouvelle doit être intrinsèquement nouvelle. Elle doit dire quelque chose, elle doit nous raconter quelque chose d'intrinsèquement nouveau, ce que nous ne savions pas encore. Et une des questions, c'est comment cette nouvelle théorie réduira-t-elle notre liberté de penser ce que le monde est? Il y a des choix dans la sélection des lois de la nature. Par exemple, les nombres qui seront des constantes ou des paramètres, les masses des particules ou les puissances des forces. La nouvelle théorie doit réduire la liberté de choisir ces nombres. C'est une conséquence naturelle de l'unification. Et elle doit aussi mener à la prédiction des phénomènes nouveaux. Chaque fois qu'il y a une unification nouvelle, sa conséquence est un nombre de phénomènes nouveaux auxquels on peut songer expérimentalement et qui seront falsifiables dans les expériences que nous ferons réellement dans ce monde. C'est le premier critère. Le second critère, c'est que la théorie doit être basée sur des principes. Les lois de la physique doivent être exprimées en termes des principes. Et nous devrions être capables d'expliquer ces lois de la physique en expliquant par le biais des principes. Et le troisième critère, c'est le troisième auquel je tiens, c'est un critère que nous avions récemment appelé indépendance de fond, mais c'est un critère qui a une longue histoire. Il vient du XVIIe siècle et c'est une question sur la nature de l'espace et du temps. Leibniz avait un principe qu'il appelait le principe de raison suffisante, le principe de l'identité des indiscernables. Il y a d'autres principes dont nous pourrons discuter ici, si vous voulez bien, s'il y aura des questions. Selon ces principes, l'espace n'était pas absolu, mais l'espace est un réseau des relations. Et le temps n'est pas quelque chose d'absolu, mais la façon dont les choses changent, dont ces relations changent. La relativité générale est une réalisation précise de ce principe de l'indépendance du fond, des principes de Leibniz. Et lorsque nous souhaitons aller plus loin et créer une autre théorie de la cosmologie, ce que nous appelons aujourd'hui l'indépendance du fond, ça signifie qu'il n'y a rien du monde classique, il n'y a rien de ce qui soit fixé dans notre description. Il n'y a pas de géométrie classique, il n'y a pas de champ classique qui jouerait un rôle dans la nouvelle théorie. Il n'y a pas de symétrie, il n'y a pas de symétrie spatiale, par exemple de tourner quelque chose. Le système est clos, il n'y a pas de frontière au-delà de laquelle quelque chose serait fixe. Ce n'est pas possible de faire une observation externe pour voir ce qu'il y a dedans, à l'intérieur de ces frontières. Donc tout
tout ceci, ce sont des aspects de ce principe qui est le principe de l'indépendance du fond. Et c'est le principe qui nous a fait travailler sur la gravité quantique. C'est un principe qui est satisfait par la relativité générale et je crois que c'est un principe qui sera satisfait par l'unification prochaine. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à... Oui, quelques commentaires. Je crois que l'histoire de la science montre que ce n'est pas toujours vrai que la prochaine théorie qui représente un progrès essentiel réduit les choix et les constantes arbitraires qui sont dans la physique. En fait, il y a deux exemples très frappants. L'un qui est la transition entre Kepler et Newton. Kepler espérait qu'on puisse déterminer toutes les constantes dans le système solaire, y compris pourquoi les orbites planétaires ont telle taille et telle autre, et il a essayé de trouver une cause rationnelle à ça, qui était les solides réguliers et empilés les uns dans les autres. Et Newton est arrivé et Newton a dit mais non, toutes ces constantes-là sont inexplicables dans la théorie que je propose, qui est purement causale, qui permet d'expliquer si je me donne la position et la vitesse à un certain moment, je vais déterminer la trajectoire, l'orbite et son développement temporel, mais rien ne détermine en fait la taille des orbites. Et aujourd'hui, en fait, la seule détermination grossière de la taille des orbites, elle est, comme on dit, anthropique, c'est-à-dire on s'aperçoit que si on veut que la vie se développe, il faut qu'il y ait un système solaire assez stable, et etc. Et comme ça, on arrive à une estimation des orbites. Une autre unification aussi importante, c'est Einstein et la relativité générale. Avant Einstein, on avait une théorie où il y avait beaucoup de constantes qui étaient fixées une fois pour toutes. Par exemple, la somme des angles dans un triangle est fixée à deux droits, 180 degrés, c'est ce qu'on apprend à l'école. Et c'était vrai universellement pour tous les triangles de n'importe quelle taille partout dans l'univers. Et Einstein arrive et dit non, la somme des angles dans un triangle vaut n'importe quoi. Il n'y a plus aucune loi qui détermine la somme des angles d'un triangle particulier. Il faut en fait là aussi une loi différentielle qui dit que si j'ai un nombre infini de triangles, il va sortir une loi. Donc je dis ça parce qu'en fait la théorie des cordes a des analogies avec ça, donc je ne prendrai pas ça comme une critique de la théorie des cordes. En revanche, je suis d'accord avec les autres points de Lee. Mais là aussi, je trouvais que la théorie des cordes apporte beaucoup de surprises et de nouveautés, qu'elle prédit des classes possibles de phénomènes qui sont testables expérimentalement. Et je trouve que de ce point de vue-là, le livre de Lee, malgré ses qualités, est un peu biaisé parce qu'il nous développe des phénoménologies que je trouve très peu fondées, vaguement sorties de la théorie quantique des cordes à boucle, mais il oublie des prédictions assez précises liées à la théorie des cordes. Et je suis, comme Lee, un fervent admirateur de Leibniz, mais en même temps, il y a quelque chose de problématique dans Leibniz, c'est que si, comme disait Leibniz, l'espace n'est que l'ordre des coexistants, c'est-à-dire uniquement les relations entre choses, le problème c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait des choses qui existent et après vous en déduisez que l'espace n'existe pas, c'est une illusion mais qui est secondaire par rapport aux choses. Et en fait il serait mieux d'avoir une structure où il n'y ait ni espace ni choses et pas de différence entre l'espace et les choses. Et je trouve que la théorie des cordes suggère qu'elle a ça à l'intérieur. Justement, on peut peut-être, puisqu'on en est à la théorie des cordes, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment elle est née, quelle est un peu l'histoire de cette théorie? Oui, alors cette théorie, elle est née en 1968 dans un travail de Gabriele Veneziano, mais c'était une théorie qui était censée expliquer la physique des particules interagissant fortement, donc qui interagissent par la force nucléaire. Et les premiers qui ont suggéré, après les gens ont trouvé que caché dans cette théorie il y avait des cordes, et les premiers qui ont suggéré que cette théorie était une théorie d'unification entre la théorie d'Einstein et la théorie quantique étaient le français Joël Scherk et l'américain John Schwartz. En 1984, non, je ne sais plus où, 74, non. Et donc c'est une théorie qui, en fait, on n'a pas le choix de se dire, on n'a pas le droit de se dire arrêtons de développer la théorie des cordes, puisque tout le schéma de la physique quantique avant elle, finalement, est équivalent à dire on ne fait la physique quantique que de particules ponctuelles. Et un jour, forcément, c'est-à-dire d'objets qui n'ont aucune extension.
forcément, à un moment, on est obligé de se dire, il faut bien que je regarde ce que donne la théorie quantique d'objets étendus, qui peuvent être étendus comme un petit élastique ou étendus comme une membrane, comme cette surface. Et la première théorie de ce type-là a été faite par Dirac pour une membrane, et de façon assez surprenante, personne n'avait écrit pendant longtemps la théorie d'une corde. Mais le jour où on a compris qu'on pouvait faire la théorie quantique d'une corde, ce qui je trouve absolument fascinant pour un physicien, et de ce point de vue-là, je trouve que même si le livre de Lee et quand on le regarde dans le détail, très précis et essaye de caractériser ce qui est connu dans la théorie des cordes et ce qui est conjecture, souvent tout de même à la fin il dit bon, finalement tout ça est conjecture, et il ne relève pas ce qui est la fascination pour beaucoup de physiciens, que la théorie des cordes, même si pour le moment tout est conjecture ou pratiquement, a mis à jour des structures absolument extraordinaires et une richesse de structures qui, comme on dit en italien, si non è vero, è bene trovato. Il y a vraiment ça. Alors, quels sont le genre de structures? Donc, on fait la théorie quantique d'une corde. Par exemple, une des choses les plus belles en théorie des cordes, extrêmement simple, c'est qu'une corde, comme une porte, doit être ouverte ou fermée. Et si vous faites la théorie quantique d'une corde qui est ouverte, c'est-à-dire qui a deux extrémités, vous trouvez qu'elle contient, à une certaine approximation, toute la théorie des interactions qui apparaissent dans le modèle standard de la physique des particules, l'électromagnétisme et ses généralisations. Et si vous faites la théorie d'une corde qui se referme sur elle-même, et on sent bien que si on a une corde ouverte, de temps en temps, ses extrémités doivent pouvoir se joindre et peuvent se refermer, donc elle doit être contenue dans la première théorie, vous trouvez toute la théorie d'Einstein. Et donc, à un niveau très fondamental, purement diagrammatique, vous pouvez dessiner une corde comme ça ou une corde qui se referme, vous avez une unification profonde de toutes les forces que l'on connaît, les interactions entre particules et l'interaction gravitationnelle. Mais plus récemment, la théorie des cordes a découvert une richesse de ce qu'on appelle des dualités, c'est-à-dire des identités très surprenantes entre certains systèmes physiques faits d'objets et d'autres théories faites d'autres objets. Par exemple, vous pouvez avoir une théorie qui ne contient absolument pas la gravitation, qui ne contient que des interactions genre électromagnétiques, électriques et magnétiques. Et cette théorie est équivalente, semble-t-il, au niveau quantique, à une théorie qui contient la gravitation. Vous pouvez avoir une théorie qui a aucune dimension d'espace, une théorie qui ne contient que pas de champ mais des particules, et elle est équivalente à avoir 11 dimensions d'espace-temps qui sortent. Et là, il y a des calculs très précis qui démontrent ça. Tout ça ne fait pas un ensemble, une théorie d'unification qui explique tout, mais c'est cette richesse de structure que je trouve n'est pas mise en avant dans le livre de Lee et qui convainc beaucoup de jeunes scientifiques que c'est une théorie intéressante. Vous avez peut-être quelque chose à répondre sur ce point précis? Oh, bien sûr. Vous devriez voir les autres livres sur les dualités faits par les autres auteurs. Mais pour parler sérieusement des commentaires de Thibault, il est vrai, ce qu'il a dit c'est vrai. À propos de Kepler et du passage de Kepler à Newton, ce que je veux distinguer, je veux séparer de la question que j'ai mentionnée dans le livre, c'est que lorsque la science progresse, il y a deux colonnes des propriétés, si vous voulez, dans notre compréhension scientifique du monde. Il y a les choses qui sont nécessairement là, parce qu'il y a des raisons logiques, et les choses qui sont contingentes, puisqu'ils sont là comme le résultat d'une évolution qui va à partir du passé, et si le passé est différent, il y a des choses différentes. Et le progrès de la science s'applique à quelque chose dont nous pensions que c'était nécessaire, qui traverse la frontière et qui va dans la colonne des choses contingentes. Par exemple, les orbites des planètes, Kepler pensait que c'était nécessaire, et finalement, ce n'était que des contingences du système solaire. Nous pensions avant, par exemple, Kant disait que l'espace était nécessaire, que l'espace était nécessairement euclidien pour des raisons logiques, mais nous savons depuis la relativité d'Einstein que l'espace est contingent, il est dynamique, il évolue, et il est ce qu'il est comme résultat d'une évolution à partir du passé. Le pas que nous faisons, nous, ici, moi j'ai fait un pas et lui aussi il a fait un autre pas,
c'est que ces deux pas ont quelque chose à voir avec le problème du paysage. Il y a 10 ans, quand j'ai écrit mon premier livre qui était dédié à cette question de paysage, du mouvement à partir de quelque chose d'absolu et d'a priori vers contingent, ce qui se passe en théorie des cordes, c'est que les propriétés des particules élémentaires comme les masses et les charges, etc., la structure des classes auxquelles appartiennent les particules élémentaires, dont nous pensions que la théorie les expliquera, tout ceci est devenu contingent. Et je pense que nous sommes d'accord là-dessus. La propriété de la théorie des cordes, c'est que c'est un changement profond dans nos attentes initiales. J'ai écrit il y a 10 ans tout un livre sur cette question et nous aurions pu choisir de focaliser ces discussions sur cet autre livre. Mais j'ai appris de leçons du passé, c'est que malgré tout, dans chaque cas qui est un succès, dans chaque cas réussi de l'unification, il y a tout un tas de choses qui étaient avant absolues qui deviennent contingentes. Je veux recommencer. Il y a eu beaucoup de prédictions des autres choses que nous aurions pu tester, que nous pourrions avoir pour se convaincre de la vérité de la raison, de la vérité de la théorie. C'était le cas de la relativité générale et il y avait beaucoup de preuves expérimentales. Alors, une des questions qui m'ont mené à écrire ce livre et qui, à partir du premier livre que j'ai écrit, c'est que ce n'est que la moitié du travail qui est nécessaire de faire des choses contingentes à partir des choses absolues. Et l'autre moitié, c'est de produire quelque chose qui ferait des prédictions assez exactes, assez précises pour que la théorie soit falsifiable par la réussite ou des expériences que nous ferons sur ces choses-là. Et un des problèmes que j'ai avec la théorie des cordes, c'est que la théorie des cordes, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas produit cette autre moitié, cette liste de choses à falsifier. Je ne veux pas passer tout mon temps sur la théorie des cordes, mais ça, c'est un des problèmes dont je parle dans ce livre. Et la question du paysage aussi. Et la question de falsifiabilité ou de vérifiabilité de la théorie. Thibault ne m'a pas posé de questions sur l'indépendance de fond. Alors, la théorie des cordes idéalisée, quelque part au bout de toutes ces conjectures dont on a parlé, qui pourraient être indépendantes du fond. Je sais, moi-même, j'ai travaillé sur la théorie des cordes, j'étais très fasciné par la théorie des cordes et j'ai passé des années à travailler sur la théorie des cordes et c'est ce que j'ai essayé de faire moi-même. Mais jusqu'à aujourd'hui, cela n'a pas été fait. Donc de l'autre côté, il se trouve qu'il existe d'autres approches à l'unification qui sont indépendantes de fond. David a mentionné la controverse, et moi je n'aime pas cette controverse. Moi je n'aime pas le désaccord. Mais un des points philosophiques que je fais dans le livre, et c'est un argument qui vient de Paul Feyerabend et autres philosophes des sciences, c'est que le conflit et la controverse sont nécessaires pour l'avancement de la science. Encore plus dans un moment difficile où nous nous trouvons maintenant. Il est très rare qu'il y ait une seule théorie qui serait proposée et qu'on pourrait tester. Plus probablement, il y a plusieurs théories alternatives que nous sommes d'accord. Et en gravité quantique, il y a des théories alternatives. La théorie des cordes est une alternative et il y en a d'autres, même si la théorie des cordes a été bien étudiée. Et dans ce livre, je voulais mettre ces théories alternatives une contre les autres parce que la science avance mieux quand il y a la controverse entre les théories. Et nous devons arriver à un consensus à la fin, c'est que la science fait, mais nous devrions être forcés à ce consensus par les faits expérimentaux. Et une autre chose qui a été mentionnée en gravité quantique, c'est la théorie développée par Carlo Rovelli et moi-même, et à peu près 150 autres personnes, qui est beaucoup moins intéressante, qui est beaucoup moins fascinante et beaucoup plus directe que la théorie des cordes.
mais qui met ensemble les principes de la relativité générale et de la mécanique quantique. Quelques surprises nous ont entendu sur ce chemin, sur la question de ce que devrait être l'espace, de ce que devraient être les phénomènes à petite échelle où la mécanique quantique est pertinente. Et pour moi, il y a eu des résultats très impressionnants et très fascinants de ce programme, de cet autre programme. Et d'autres questions mentionnées par Thibault. Il faut qu'il y ait des suggestions des types des expériences nouvelles. La théorie devrait produire des suggestions pour le type des expériences nouvelles. Parce que ceci pourrait nous dire quels pourraient être les phénomènes nouveaux qui pourraient séparer la gravité quantique des autres approches à la théorie, à la relativité générale. Et je vais en parler dans une minute, mais je dois admettre que je dois dire que dans le cas de la théorie des cordes, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune prédiction exacte pour ces expériences que nous voudrions faire. Et il y a des gens qui essaient de faire ces expériences et il y a des gens dans la salle. Mais moi, je suis embarrassé par le manque de prédiction pour ces expériences. Alors, quelles sont les expériences qui vont au-delà de la relativité générale et les principes de la relativité restreinte pour essayer de rendre compte de ce qui pourrait être la prédiction de la gravité quantique pour la structure de l'espace et du temps. Donc, par exemple, je parlerai de la théorie qui va au-delà de la relativité restreinte, qui s'appelle la relativité restreinte au double, qui produit des prédictions exactes pour les expériences nouvelles. Par exemple, que la vitesse du photon doit varier un peu avec l'énergie de ce photon. Si les photons ont plus d'énergie, ils doivent aller plus vite que les autres. Il y a une expérience de satellite GLAST qui essaie de mesurer la vitesse des photons et c'est une prédiction falsifiable. Il y a beaucoup d'autres choses. Je ne veux pas parler des choses trop techniques dans cette salle, mais il y a toute une liste de choses que nous utilisons pour vérifier si l'unification est bonne ou pas, si l'unification de la théorie de l'espace-temps est bonne ou pas. Par exemple, est-ce qu'il y a une explication satisfaisante pour l'entropie des trous noirs? La gravité, oui. La théorie des cordes elle a une explication alternative de l'entropie des trous noirs, mais pas de la classe des trous noirs qui sont observés, qui sont théoriquement très belles. Évidemment, ce sont des trous noirs très beaux, mais ils ne sont pas réalisés dans la nature. La théorie quantique à boucle a des prédictions pour les trous noirs aussi. Puis il y a des prédictions pour ce qui est les débuts et les fins du temps. La relativité générale dit qu'il y a le début du temps, c'est un théorème, que le temps doit commencer à un certain moment que nous appelons la singularité. Par exemple, parfois on dit que c'est le Big Bang, même si le mot Big Bang signifie plutôt que l'univers est en expansion. Une des questions que la théorie de la gravité doit affronter, c'est de savoir si c'est vrai, ou est-ce qu'il y avait quelque chose avant le Big Bang? Est-ce que l'univers a existé avant le Big Bang, mais peut-être pas dans la forme de l'espace traditionnel? Et la gravité quantique fait des prédictions assez précises pour ce qui était avant le Big Bang. Et je peux mentionner ici quelques articles et quelques travaux qui prédisent des observations qui pourraient être faites pour savoir si ce fait est vérifié par la nature. Thibault parlait ici Thibault aussi, il a parlé de quelques idées de ce que pourrait être autre chose que la singularité initiale. Ma compréhension de la situation, c'est que nous avons un nombre, y compris ces deux théories, mais il y a d'autres théories aussi. Ici à Paris, par exemple, il y a un programme d'unification qui s'appelle la géométrie non commutative, et il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce programme. Il y a un nombre d'idées, d'hypothèses, de programmes dans le monde entier pour la gravité quantique. Et tout un nombre de ce programme, y compris la théorie des cordes évidemment, et y compris la gravité, y compris peut-être la géométrie non commutative qui est moins étudiée, ont une liste de succès, une liste de réussite, mais aucune de ces théories n'a des
n'a de succès déterminant, de réussite déterminante qui pourrait faire en sorte que les gens qui travaillent sur d'autres théories acceptent que pas leur théorie à eux, mais une autre théorie a fait des prédictions plus exactes et qui viendront travailler sur d'autres théories. Nous travaillons sur ces théories différentes et chaque scientifique, tant qu'il adresse le public, il doit dire qu'il y a des propositions différentes, il y a des idées différentes et aucune de ces idées pour l'instant n'a pas été confirmée. Micro. Oui, après ce plaidoyer pour une approche apparemment donc diversifiée de la théorie unifiée que l'on cherche, qu'est-ce qui, vous, Thibaut Damour, vous fait pencher donc plutôt sur la théorie des cordes et pas sur la gravité quantique à boucle? En particulier, j'ai une question précise sur les tests de la théorie des cordes. On lit parfois que le LHC va nous dire des choses très intéressantes sur la théorie des cordes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et si c'est faux, est-ce qu'on a des tests expérimentaux en vue? Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve expérimentale de la théorie des cordes et il n'y a aucune prédiction ferme qui pourrait être testable de façon sûre dans un nombre fini d'années, pour être clair. D'abord, je crois que Lee, étant subtil, ne croit pas à l'attitude bêtement popérienne qu'il vient de prendre d'ailleurs et qu'il prend parfois dans son livre. C'est-à-dire qu'une théorie doit faire forcément que des prédictions falsifiables, comme on dit en franglais, réfutables. C'est pas comme ça que la science marche. Une théorie ne peut jamais être réfutée par des faits. La théorie de Newton n'a pas été réfutée par la découverte d'une anomalie dans le mouvement du périhélie de Mercure, et jusqu'en 1905, Poincaré disait que ça s'expliquait très naturellement par d'autres choses, alors que la relativité commençait à indiquer qu'il y avait peut-être d'autres raisons. En fait, c'est la théorie qui précède souvent l'observation. Donc la théorie fait comme dans un menu de restaurant, tout un choix de propositions, et elles ne sont pas toutes réalisées, parfois pour des raisons profondes que les conditions aux limites dans lesquelles nous sommes placés ne permettent pas de la réalisation de tout ça. Dans le passé, une théorie pouvait faire beaucoup de prédictions. Effectivement, quand on arrive à ce genre de théorie comme la théorie des cordes, où toutes les structures, il n'y a plus de structure absolue, il n'y a plus de structure a priori, mais toutes les structures sont contingentes, ça rend plus difficile de faire des prédictions fermes puisque vous ne savez pas quelles sont les conditions aux limites dans le voisinage de la réalité où l'on est. Et donc, il n'y a pas de prédiction ferme. Mais par exemple, je trouve que une des prédictions génériques potentielles de la théorie des cordes permettrait de distinguer la théorie des cordes de ce en quoi Lee croit, la loop quantum gravity, c'est la violation du principe d'équivalence. Puisque les essais de Lee et d'autres consistent à supposer que la théorie d'Einstein reste vraie, et en particulier que le principe d'équivalence est incorporé là-dedans. Alors qu'au niveau 0, une des premières prédictions de la théorie des cordes, qui a été relevée d'ailleurs dans le début par Scherk et Schwartz en 1974, c'est qu'au-delà des champs prévus par la théorie d'Einstein, il y a le fait que tout ce qui, dans la physique d'avant, était des constantes arbitraires qui apparaissent dans les lois d'interaction de la physique, comme par exemple dans un atome d'hydrogène, vous avez en gros, dans la limite semi-classique, un électron qui tourne autour d'un proton, et cet électron tourne avec une vitesse qui est 1 sur 137 fois la vitesse de la lumière. Et donc ce nombre, 1 sur 137, est un nombre pur, c'est le rapport de deux vitesses, et personne à l'heure actuelle ne sait l'explication de ce nombre. Il semble que la théorie des cordes dit en tout cas que ce nombre peut-être n'est pas un nombre fixé comme ça et donc qui ne peut pas bouger, mais c'est la valeur que prend un champ qui ressemble un peu au champ gravitationnel et qui pourrait fluctuer dans l'espace et dans le temps. Et une conséquence immédiate de ça, c'est que même si cette idée reste seulement vraie, une toute petite fraction de cette idée reste vraie, on devrait observer une violation du principe d'équivalence, c'est-à-dire
de l'idée qui remonte à Galilée que tous les corps tombent avec la même accélération dans un champ gravitationnel. Et ça, c'est quelque chose qui va être testé l'année prochaine en satellite avec une précision 1000 fois plus grande que ce qui est connu aujourd'hui, 10-15, et qui pourrait être testé à 10-18. Donc ça, c'est juste un exemple d'une des prédictions, mais pas une prédiction ferme, puisque dans d'autres modèles de la théorie des cordes, cette constante, est, tout en étant en principe variable, est suffisamment fixée par des espèces de forces extérieures qu'elle ne bouge pratiquement pas. Mais si en revanche on observe une violation de l'universalité de la chute libre, et si cette violation est en accord avec les calculs que nous avons fait avec Sacha Polyakov pour la violation du principe d'équivalence par le dilaton, là tout le monde jugera, oui, c'est une indication très forte que le dilaton, qui est un élément essentiel, et les modules de la théorie des cordes sont là. Donc il n'y a pas de prédiction ferme, mais certaines expériences peuvent découvrir des choses. Quant au LHC, je ne suis pas des ultra-optimistes qui disent on va créer des mini-trous noirs, on va découvrir forcément la supersymétrie à cette thève, puisque on n'est pas sûr que, même si la supersymétrie est une prédiction ferme et même une invention qui est sortie de la théorie des cordes, une idée qui est née dans ce formalisme, on n'est pas sûr qu'elle soit au bout du chemin, du LHC en tout cas. Elle est peut-être à une énergie beaucoup plus haute. Donc si on la découvre, on dira que la théorie des cordes a été confirmée, ou la supergravité en tout cas, ou quelque chose comme ça. Si on ne la découvre pas, ça n'est pas gênant. Donc finalement, les théories ne sont jamais réfutables, mais elles sont confirmables en fait. C'est-à-dire si on peut trouver des expériences qui les confirment, on est content, on dit que la théorie est bonne, mais si rien n'est confirmé, ça n'est pas forcément que la théorie est mauvaise. Ça m'entraîne sur une question que je vous adresse à tous les deux. D'ailleurs, c'est finalement, du coup, qu'est-ce qui vous séduit, enfin finalement, faute de preuves, entre guillemets, dans la théorie des cordes? Est-ce que c'est une question d'élégance? Bon, il y a un livre très connu, de Brian Greene, L'univers élégant, qui présentait la théorie des cordes. Est-ce qu'on est là dans une question d'élégance, de beauté d'une théorie? Bon, qu'est-ce que ça veut dire, la beauté d'une théorie? Est-ce que c'est ça le ressort, finalement, de la séduction de la théorie des cordes? C'est pas une élégance dans la fabrication technique de la théorie, parce que elle est parfois d'une complexité redoutable qui font que l'élégance se perd beaucoup, mais la même chose s'applique à la Loop Quantum Gravity quand on la regarde de près. Donc c'est plutôt la simplicité des idées et des relations que ces deux théories font naître entre des concepts qui sont a priori séparés. Et bon, personnellement, je préfère la théorie des cordes, mais je dois dire que je trouve certains aspects de la Loop Quantum Gravity, en particulier ceux qui ont été introduits par Lee sur l'idée de travailler avec des boucles, ça a une élégance en soi. Et je serais content s'il en survit quelque chose dans la théorie ultime, quelle qu'elle soit. Moi, je suis absolument complètement ouvert à la diversité. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je compare ce qui se passe techniquement dans les deux développements, et même si je les renormalisais par le nombre d'hommes-années consacrés à ces développements, je suis beaucoup plus convaincu par la richesse conceptuelle qui sort de la théorie des cordes. Prenons l'exemple des trous noirs. La supposée explication de l'entropie des trous noirs en Loop Quantum Gravity a un aspect comme ça superficiellement élégant. On se dit, ah oui, il apparaît des réseaux comme ça discrets dans l'espace, et puis sur l'horizon du trou noir, il y a des choses discrètes. Je compte quelque chose et je trouve un nombre dont le logarithme est l'entropie de Bekenstein-Hawking d'un trou noir. Tout ça a l'air très bien. L'inconvénient, c'est que la réponse dépend d'un paramètre arbitraire. Donc il y a une certaine universalité qui sont vraies, mais on n'explique pas vraiment ce que... Et puis surtout, qu'est-ce qu'on compte? Le trou noir n'est pas un objet dynamique dans ce calcul-là, donc c'est pas une vraie explication de l'entropie d'un corps physique dont j'ai fixé l'énergie à l'infini et qui est une entité dynamique. C'est un toy model, un modèle jouet comme ça, où on rajoute certaines structures. Donc à la fois, je reconnais, il y a dans cette structure quelque chose d'élégant, donc peut-être qu'il restera quelque chose là-dedans, mais techniquement, je suis absolument pas convaincu. Du côté de la théorie des cordes, c'est vrai que l'explication donnée par la théorie des cordes a quelque chose de fondamentalement frustrant,
qui est que c'est un comptage merveilleux, bon, pour certains types de trous noirs. Malheureusement, ce comptage consiste à compter le nombre de configurations. Bon, l'entropie est censée être, vous savez, par exemple, si vous avez un gaz chaud dans une boîte, l'entropie compte le logarithme du nombre de configurations microscopiques qui pourraient représenter l'état de ce gaz quand vous savez seulement qu'il est dans une boîte et qu'il y a une énergie totale dans cette boîte, et c'est tout. Donc, la théorie des cordes considère certains objets qui peuvent être des particules interagissant par des cordes tendues entre elles, ou d'autres objets étendus, et compte, quand ces objets-là sont des particules comme ça bien séparées, le logarithme de l'ensemble des configurations à énergie fixée. Et ensuite, on argue de façon assez convaincante, mais on n'arrive jamais à le prouver complètement, que cette configuration-là, quand la gravitation qui lie ces objets deviendra plus grande, deviendra un trou noir. Et on démontre que le nombre d'états est conservé, et donc que le nombre d'états dans le trou noir doit être égal au calcul primitif, qui coïncide exactement avec la formule de Bekenstein-Hawking. Donc c'est à la fois beaucoup plus physique, beaucoup plus convaincant, mais ça concerne des paramètres qui ne correspondent pas au trou noir en formation. Et si vous demandez, est-ce que je peux expliquer vraiment pour un trou noir que vous formez, est-ce que la théorie des cordes dit quelle est l'entropie? Eh bien là, on est frustré, parce qu'on peut faire des calculs qui marchent quand les objets s'effondrent et deviennent un trou noir, mais on est obligé d'arrêter le calcul quand le trou noir est formé. Donc c'est vrai qu'à l'heure aujourd'hui, il n'y a pas d'explication complète. Quand je vois un trou noir formé en théorie des cordes, on ne comprend pas ça. Mais je trouve que cette frustration, elle est plutôt l'indice d'une profondeur de la théorie des cordes, qui est que la théorie des cordes ayant commencé effectivement en un coin de la physique, part de ce coin, trouve des structures immensément riches, et elle sait que, par prolongement analytique, comme on dit, c'est-à-dire que si on pouvait continuer la chaîne des raisonnements à partir de ce que l'on tient à un bout de cette chaîne, ça contiendrait toute la théorie d'Einstein, les trous noirs, etc. Mais on ne voit pas directement la cosmologie des trous noirs d'Einstein, on voit un bout de la chaîne. On sait que ça contient tout ça, on peut dire des choses très intéressantes, il y a une richesse de structure, et donc c'est un problème très excitant. Donc je trouve qu'un jeune, à l'heure actuelle, intéressé par l'unification, et en particulier par la gravitation, il y a plus de choses fascinantes, parce que justement non comprises en théorie des cordes qu'en loop quantum gravity. Lee, vous avez certainement quelque chose à dire sur l'attrait et l'élégance. Est-ce que ça compte pour vous dans le choix de la théorie? Et quand quelqu'un commence par dire que le jeu est joué, je veux dire que non, je vais faire mon mieux ici. La falsifiabilité, si vous parlez avec des philosophes professionnels, et moi je l'ai fait, j'ai beaucoup aimé, il y a bien sûr des détails précis à propos de la falsifiabilité. Mais aucun philosophe des sciences ne vous dirait que la réfutabilité ne compte pas, qu'une théorie ne pourrait être validée par une communauté scientifique sans avoir fait des prédictions qui seraient falsifiées et non pas validées. J'ai parlé des photons qui vont un peu plus vite que la vitesse de la lumière. J'ai des collègues qui sont très rigoureux et qui sont très pessimistes à propos de ce fait. J'ai un article où je fais cette prédiction, et un papier avec d'autres auteurs où on dérive cette prédiction à partir de la gravité quantique à boucle. Dans 2 ans ou dans 3 ans, on pourra voir si c'est un fait de la nature ou pas. Et je veux poser juste une question rapide à Thibaut, et puis j'aurai une autre question après. Si on découvre ça, est-ce que la théorie des cordes est fausse? Comme tu le sais très bien, il y a beaucoup de possibilités de violation de l'invariance de Lorentz en théorie des cordes. Un champ B peut développer une non-commutativité qui viole l'invariance de Lorentz. Donc, ça n'est pas... je ne vois pas de caractère discriminant. Une fois que l'expérience sera faite, bon, on verra quels sont les backgrounds de la théorie des cordes qui peuvent l'expliquer. J'encourage Lee à pas poursuivre sur ce terrain très technique. Mais pour le principe d'équivalence, si le principe d'équivalence est violé, ce que je supposais, est-ce que tu en déduirais que Einstein, quantique, c'est bon tout de même? Ou il faut aller au-delà, avoir les constantes qui varient? Bien sûr.
si le principe d'équivalence est brisé, Merci. alors il est brisé. Et à ce moment-là, il y a des champs de dilatants, etc. Et ce sera une grande découverte. Ce serait une grande découverte. Et ce sera une découverte qui pourrait être faite. Et il y a des choses que je peux dire sur cette question, mais je ne veux pas être technique. Je vais parler du concept, non pas de la technique. Je vais vous donner une idée de ce que c'est que cette controverse, puisque le livre porte sur cette controverse et sur les idées et les directions de recherche qui racontent comment tout cela se passe en réalité. Et voici, je n'ai pas répondu à la question à propos de l'élégance et de la beauté. Voici ma réponse à propos de la beauté. La beauté, l'élégance, nous sommes tous surpassés par l'élégance, pour le mieux ou le pire, dans notre vie personnelle et en science. C'est une chose merveilleuse, mais il faut rester suspect à son propos, à la fois dans la vie privée et en science. Pour vous dire très franchement et personnellement, il y a des choses élégantes et belles dans les approches différentes. Moi, j'ai une intuition, et je pourrais me tromper, mais j'ai une intuition que quand le progrès se fait dans n'importe quel domaine de la vie, il se fait vite, il se fait rapidement, et en gros, le progrès est là avant qu'on ne l'écrive sur papier. Quand il y a un développement nouveau majeur en sciences, l'apparition de la théorie des cordes, de la gravité, de l'information quantique, etc., et d'autres théories, les choses réelles se passent très vite, et après il y a d'autres périodes du temps où les gens étudient les problèmes, où ils font de la recherche normale. Mais les vraies réalisations se passent rapidement. Donc mon intuition, c'est que si par une série de ces transitions rapides, on dépasse la théorie des cordes, on n'est pas encore au point où on aurait quelque chose qui ressemblait à la vérité. Et il y a deux aspects à la vérité, c'est la profondeur et l'échelle de la nouveauté, l'échelle de nouveauté de cette nouvelle idée. Et deuxièmement, il y a des expériences nouvelles qui pourraient être faites tout de suite. Et c'était le cas avec l'électromagnétisme, la théorie quantique, etc. Il y avait des expériences qui pourraient être faites dans quelques années et pas dans quelques décennies après la découverte de cette théorie. Et donc, s'il y a un groupe de chercheurs qui travaillent sur un tel ou tel programme pendant quelques décennies, et j'inclus ici à la fois la théorie des cordes et la gravité quantique, et si on n'a pas fait quelque chose qui pourrait atteindre ce grain de vérité, à la fois du côté théorique et du côté de nouvelles prédictions pour les expériences, alors on dirait, oui, voici, il y a quelques idées intéressantes, mais ça c'est le matériel, ce sont des inputs pour la nouvelle génération de théories. Et ce qui m'inquiète principalement, c'est, et je le dis à la fois comme physicien et comme administrateur d'un institut scientifique, c'est de faire, parce que je travaille avec les jeunes qui souhaitent faire une nouvelle révolution, c'est que la chose suivante qu'il faut faire, c'est de laisser la porte ouverte, pour cet espace scientifique, pour cet espace social au sein de la communauté scientifique, pour que ces gens nouveaux, qui pourraient être aussi nous-mêmes le week-end prochain, qui diront faisons quelque chose de nouveau. Alors, même si nos aventures étaient très belles, si rien de plus ne peut être fait, alors laissons la porte ouverte à ceux qui viendront après nous, et dans 3, 4, 5 ans, on fera un pas vers... Il y a un contre-exemple très clair à ce que tu viens de dire, Lee, qui est que dans les années 30, Pauli a décidé, en étudiant certaines choses qui sortaient de la théorie d'Einstein, à étudier une théorie que l'on appelle aujourd'hui de Young-Mills. Et dans cette théorie, il a trouvé qu'il y avait des particules qui se propageaient à grande distance, à masse nulle comme on dit, qui étaient en contradiction très violente avec l'expérience, donc il en a déduit c'est faux. Dans les années 50, cette théorie a été redécouverte
par messieurs Young et Mills indépendamment. Et quand ils ont donné leur premier séminaire, Paoli était dans la salle et sans arrêt leur disait « Mais n'est-ce pas qu'il y a des particules à masse nulle qui sont en contradiction violente avec l'expérience ?» Et ils ont été obligés de dire « Oui, c'est vrai, c'est en contradiction avec tout ce qu'on sait, mais la théorie est élégante. » Paoli disait évidemment « Je le sais bien, puis c'est lui qui l'avait trouvé 20 ans auparavant. » Et il a fallu attendre sans doute après 74, après en tout cas 73, disons, le prix Nobel de Gross, Wilczek et Politzer, pour voir que ces théories-là pourraient servir dans la nature, à la fois pour les interactions faibles et les interactions fortes. Donc il a fallu 40 ans de développement théorique, d'une théorie qui était en contradiction flagrante avec l'expérience, pour se rendre compte que cette élégance mathématique, en effet, dans un certain cadre, pouvait être une des théories les plus profondes des interactions. Donc peut-être que la théorie des cordes est dans ce cadre-là. Donc éventuellement, un jeune chercheur qui commencerait aujourd'hui sa carrière à 25 ans, il aurait une chance d'aboutir à 65, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Il faut prendre des risques de toute façon. Hein. Et c'est parfait parce que ça introduit la dernière partie. Alors malheureusement, ça va... On va... Puis-je intervenir ? Puis-je commenter ? Si ce que vous dites est vrai, mais il y a toujours des contre-exemples. Mais il n'y a personne... S'il y avait personne qui travaillait sur la théorie de Young-Mills entre Paoli et Young-Mills, oui. Mais sur la théorie des cordes, il y a plein de gens qui travaillent. Si personne ne travaillait sur la théorie des cordes, là, je serais d'accord. Mais ce qui est intéressant est l'anomalie, si vous voulez, l'anomalie historique et philosophique à propos de la théorie des cordes, c'est qu'il existe à peu près 1 millier de gens qui pensent que c'est vrai, que c'est une théorie vraie, mais la théorie n'a pas traversé cette porte de vérité que normalement... Ça tout à fait la dernière partie qu'on va faire malheureusement très courte, qui concerne les aspects sociologiques de cette histoire. Vous développez longuement dans votre livre... l'impact, disons, de la sociologie des sciences, de la physique sur le succès de la théorie des cordes. Alors selon vous, finalement, vous expliquez que, là je vous lis, hein, grâce à une campagne de promotion agressive, la théorie des cordes est désormais considérée comme la voie royale d'exploration des grandes questions de la physique. Et vous donnez toute une liste de physiciens, théoriciens de très haut niveau. 8 des 9 lauréats des bourses MacArthur attribuées aux physiciens des particules depuis le début du programme ont été attribués à des théoriciens des cordes. Dans les départements physiques des plus grandes universités américaines, parmi les 22 professeurs ayant un poste permanent en physique des particules qui ont soutenu après 80, 20 ont acquis une réputation en travaillant sur la théorie des cordes. Enfin bref, vous dressez un tableau d'une physique théorique, au moins aux États-Unis, complètement dominée par la théorie des cordes. Et vous dites aller plus loin, vous dites même qu'il est suicidaire aujourd'hui pour un jeune chercheur de ne pas se lancer dans ce domaine, parce qu'après tout, les mandarins, comme on dit en France, qui tiennent le système académique sont tous issus de ce domaine. Alors c'est un tableau, quand on le lit, hein, comme ça, en étant de l'extérieur, ça paraît vraiment très, très sombre en tout cas, l'emprise a l'air importante. J'ai envie de vous demander, Thibaut Damour, ce que vous pensez de ça. Alors, est-ce que ça décrit une réalité, et surtout, est-ce que finalement, en France, en Europe, on est aussi... Oui, cette réalité, semble-t-il, existe en grande partie aux États-Unis, mais la situation est assez différente en France. D'abord, certains des acteurs principaux de la théorie des cordes en Europe, que ce soit par exemple André Neveu en France ou en Angleterre Mike Green ou Paul Townsend, ont eu leur carrière très ralentie en fait. Paul Townsend, par exemple, n'a été élu professeur qu'en 1995, alors qu'il avait fait des travaux fondamentaux en théorie des cordes depuis longtemps. André Neveu, à ma grande honte, n'est pas membre de l'Académie des sciences, alors que c'est un des inventeurs principaux de la théorie des supercordes et de beaucoup d'autres choses en physique. Donc, la situation sociologique est différente ici. Et une des questions que pose Lee n'est pas évidente à répondre, puisqu'il dit aux États-Unis, il y a un système qu'on appelle le bandwagon, où on fait travailler tout le monde dans une seule ligne de recherche, comme ça, en se disant, bon, comme la plupart de ces gens-là, puisque la plupart des gens dans le monde de la recherche ne vont pas être des visionnaires, mais comme dit Lee, des artisans. Donc de ce point de vue-là, c'est mieux que les artisans travaillent dans une ligne bien déterminée.
Et il suggère, en s'inspirant de discussions avec des gens de la grande finance, est-ce qu'il serait pas bien de faire plutôt des paris très risqués sur des gens très marginaux, en espérant que comme ça, il en sort des idées géniales. Et là, à la fois, je suis d'accord en principe pour la diversité. En même temps, on voit que, par exemple, le système français est en fait très divers, puisque le CNRS a plein de gens dont certains sont assez marginaux et on se pose tout de même la question, sans vouloir faire travailler tout le monde sur la même chose, si il ne faudrait pas être parfois un peu plus élitiste et voir les choses différemment, puisque quand un pays met tout son argent comme ça dans tous les paniers à la fois, ça peut être moins efficace que de mettre tout son argent dans un seul panier. Évidemment, on aimerait une situation entre les deux, mais j'ai peur que les deux situations soient instables, c'est-à-dire soit on tombe dans un système très élitiste et très spécialisé, ou dans un système trop démocratique où on doit éparpiller la même quantité d'argent absolument à tout le monde. Je ne suis pas non plus convaincu par certains des exemples de visionnaires que donne Lee, parce qu'il a tout un chapitre en disant voilà, un tel, je vais peut-être pas citer des noms ici, sont des gens très profonds qui sont été en dehors du système académique, et celui-là est aussi profond, et ici dans la même phrase Grothendieck et quelqu'un d'autre que je ne vais pas citer. Bon. Il se trouve que Grothendieck a été l'un des premiers professeurs permanents à l'Institut des hautes études scientifiques, dont je fais partie, et l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. Bon, Grothendieck avait des côtés certainement visionnaires, des côtés marginaux dans sa vie personnelle, mais c'était pas du tout un marginal dans le domaine de la recherche, et c'est quelqu'un qui a entraîné une industrie de géométrie algébrique derrière lui. Donc, il avait la qualité du visionnaire qui avait sa vision de ce que devait être un nouveau champ de la mathématique et pas de faire ce qui se faisait, mais c'est quelqu'un qui a créé une industrie derrière lui. Donc, si on veut chercher les meilleurs physiciens à un moment qui vont créer la physique de demain, je n'ai pas de réponse toute faite. Je ne suis pas convaincu par les exemples de visionnaires que cite Lee. Je ne suis pas non plus convaincu que ce qui se passe aux États-Unis, où par exemple en théorie des cordes, je suppose qu'il doit y avoir de l'ordre de 100 000 articles scientifiques écrits, il y en a là-dedans un millier sans doute qui sont très importants, donc simplement 1 sur 100. En même temps, c'est parfois bon d'avoir des tas de petites contributions et ça donne... Je ne sais pas quel est le bon système. Je trouve dommage que, effectivement, le côté un peu sulfureux, critique, parfois injustifié de Lee envers la théorie des cordes masque ses conseils beaucoup plus pragmatiques en disant essayons de nouveaux systèmes de gestion de la science parce que c'est important pour l'avenir. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais je ne suis pas sûr d'avoir les bonnes réponses. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cela? Merci pour ces commentaires. La discussion de la sociologie dans le livre, elle est apparue très tardivement. Il y a un chapitre 17 sur la philosophie des sciences qui souligne le rôle de la philosophie. Et puis, c'était ces chapitres-là qui étaient au cœur de l'idée d'écrire le livre. Puis, les chapitres sur la sociologie ont été ajoutés plus tard parce que l'éditeur m'a demandé de les ajouter, parce qu'il m'a dit ça n'a pas de sens de publier un livre comme ça sans discussion de la sociologie. J'ai lu quelques textes sur la sociologie, j'ai discuté avec des sociologues, et puis j'ai écrit ces chapitres-là. Bien sûr que je ne peux pas commenter sur la scène académique française que je connais moins, parce qu'il existe d'autres choses qu'aux États-Unis. Il existe le CNRS, et puis il y a des aspects de la culture intellectuelle française que j'admire en tant qu'Américain, puisqu'il y a plus d'auto-persuasion dans la culture américaine. Et puis, dans le système français, le système peut prendre avec confiance, il peut prendre plus de risques et puis juger des réussites de ses membres. Je ne peux pas rentrer dans les détails du système français, mais j'admire tout un nombre de ces aspects. Il existe une espèce de paradoxe, et je pense que je sais quelque chose à propos des réponses que Thibaut a données
que Thibaut a donné. Et je devrais peut-être introduire quelques mots dont je parle dans le livre qui vient du monde de la finance et des technologies. Je trouve que c'est très intéressant que les gens dans le capital à risque et dans la finance comprennent très bien ces choses-là. Si vous voulez faire quelque chose avec un risque élevé, mais avec une réussite de grande échelle, avec des fonds d'investissement, par exemple sur les téléphones mobiles, vous prenez des risques, vous acceptez de risquer et puis vous diversifiez vos investissements. Une fois, j'ai posé une question à un investisseur. Comment mesurez-vous la bonne mesure du risque? Comment savez-vous quelle est la bonne mesure du risque? Et il a dit que si 10% des sociétés que nous finançons, après 5 ans, sont encore aux affaires, nous n'avons pas pris assez de risques. Et j'aimerais que je puisse avoir une conversation de ce type avec une agence de financement, par exemple avec Bruxelles, avec qui j'ai beaucoup d'expérience, et puis avec des agences de financement scientifique en Amérique du Nord, qui je voudrais dire, vous devez appliquer les mêmes principes. Si plus de 10%, si plus de 10% de ce que vous financez dans les domaines très risqués continue encore, si les développements de ces théories continuent encore, alors vous ne prenez pas assez de risques. Et qu'est-ce que ça veut dire de ne pas prendre assez de risques? Il y a quelque chose dont nous sommes tous convaincus, je pense, et Thibaut me dira s'il est d'accord ou pas, c'est que la théorie des cordes aille dans la bonne direction ou pas, la théorie quantique à boucle aille dans la bonne direction ou pas, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose de profond mais simple, un fait profond mais simple à propos de la nature qui mettrait ensemble toutes les pièces de ce jeu. Il y a toujours des gens étranges, des gens qui ne correspondent pas à la vision des scientifiques ordinaires et normaux, qui sont des scientifiques à risque élevé, mais qui pourraient amener des réussites de grande échelle. Et ce sont des gens qui sont en marge, qui sont marginaux pour le monde académique. Et ma mesure de ce qui est la bonne pratique scientifique, ce qui est une mauvaise pratique scientifique, ça concerne ces gens-là. Je veux dire, aux États-Unis, le monde scientifique est très conservatif. En Europe aussi qu'aux États-Unis, c'est un monde qui vient des monastères avec le but de préserver la connaissance qui existe déjà. Il est faux de penser que le but de la science, c'est d'incorporer la connaissance nouvelle. Et je pense que nous devrions avoir ces discussions au niveau des communautés scientifiques différentes, de comment gérer notre évolution du monde de la science. Et depuis que j'ai écrit ce livre, j'avais des coups de fil et des emails de plusieurs gens dans les domaines différents, biologie, chimie, linguistique, économie, etc. Et souvent des gens très connus qui me disaient « Nous avons les mêmes problèmes dans notre domaine. Il n'y a pas assez d'innovation puisque les gens n'ont pas une vue assez large. Il y a beaucoup trop d'articles sur les directions dominantes. Et je pense que la communauté scientifique a raison. Il faut qu'il y ait une discussion sérieuse, pas une controverse facile, mais une discussion sérieuse menée par des gens très responsables. Est-ce que toujours nous suivons le meilleur chemin pour faire avancer la science? Très rapidement, j'aimerais citer ce qu'a dit quelqu'un qui a introduit l'une des plus grandes révolutions dans toute l'histoire de la pensée humaine et de la science, c'est Heisenberg. Heisenberg, à l'âge de 24 ans, en 1925, a introduit la théorie quantique de façon que beaucoup considèrent comme absolument magique.
Mais on s'aperçoit de deux choses. D'abord, en fait, ça n'était absolument pas fondé sur une réflexion profonde et philosophique sur ce que devait être une théorie quantique. Il a rajouté des phrases là-dessus au début parce que son ami Paoli lui a dit « il faut que tu mettes des phrases philosophiques, sinon personne ne croira ton article ». Mais en fait, c'était purement technique, c'était un travail d'artisan lié à d'autres travaux précédents avec d'autres artisans. Mais comme il était génial, il a passé une étape à un moment. Et après, dans sa vie plus tard, quand on lui demandait « mais comment sélectionner les esprits les plus brillants, ce que veut Lee », il a dit, en fait, il est très bien dans la science que l'on donne des tabous, c'est qu'on dise aux gens, voilà, il faut pas faire ci, il faut pas de diversité, vous faites tout ça, parce que de toute façon, les vrais génies ne vous écouteront pas et ils iront chercher les voies nouvelles. Mais si vous dites à tout le monde, de façon égalitaire, démocratique, oui, la plus grande diversité, tout le monde fait n'importe quoi, ce qu'il a envie, parce que tout le monde est également génial, eh bien, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée, et en tout cas, Heisenberg ne le pensait pas. Donc c'est en vous contraignant que vous irez loin finalement. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je suis désolé, on est vraiment en retard. Enfin, c'est toute ma responsabilité.